Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment transformer ça, un livre plein d'illustrations, plein de règles et tout, trop stylé. On va le transformer en ça. Alors, évidemment, on se dit c'est plus sexy de transformer ça en ça. Hein. Ça, c'est un peu dégueulasse, c'est une page avec des trucs écrits tout moches, moi qui me floute à la caméra. Alors qu'ici, bam, un livre de règles complet, avec plein de mechanics, etc., etc. Pourquoi on va faire ça? Parce que c'est un truc que je fais souvent quand je joue un nouveau jeu. Quand je joue un nouveau jeu, évidemment, la première chose que je fais, c'est que je lis le livre de règles. Mais en fait, le livre de règles, passer les premières lectures, les relectures, je vais retourner le voir de temps en temps, etc. J'ai un peu envie de le simplifier dans ma tête, de schématiser, de le décortiquer un petit peu, pour essayer d'en tirer le jus, en fait, et d'essayer de retenir ce qui va être essentiel pour ma préparation de maître du jeu, c'est-à-dire préparer des challenges pour mes PJ. Regardez les mécaniques qui peuvent faire levier en fait dans le jeu pour ma préparation, même si je dois faire du homebrew, c'est-à-dire préparer des trucs maison pour ce jeu, j'ai besoin de connaître en fait le vocabulaire de jeu, de simplifier le vocabulaire de jeu pour voir tout ce qui me permet de faire. Et sur Dragonbane, je trouve que, là ça fait un petit moment que je le pote. Alors où je vous parle, je vais jouer la première partie d'une campagne pour Dragonbane. Je trouve que ce jeu, il donne vraiment beaucoup d'outils intéressants pour designer en fait des aventures, des rencontres. Plus je le lis, plus je me dis qu'il y a comme ça de la profondeur, des trucs à aller chercher qui sont sympas. J'ai même, pour tout vous dire, comme je prépare la campagne de Dragonbane qui est dans la boîte de base, c'est-à-dire le secret de l'Empereur Dragon, je crois que c'est ça le nom, je me suis amusé dans un carnet à essayer de faire, en le moins de place possible, réécrire les donjons en fait, parce que le jeu il est en anglais. Plutôt que de jongler à travers le PDF tout le temps, j'aime bien me simplifier le truc, faire un peu mes devoirs en fait, vous voyez. Je redessine le donjon, je prends des notes, tout ça, pour essayer de le condenser en français avec des mots-clés. Et c'est en faisant cet exercice que je me suis rendu compte qu'en fait, ces donjons qui paraissent tout simples, et qu'ils le sont, hein, ils sont pas bien complexes à comprendre, etc., ils ont quand même un potentiel assez intéressant. Je dirais pas de rejouabilité, parce que en jeu de rôle, on n'a pas forcément envie de rejouer 50 000 fois le même truc, je pense. Mais malgré le fait que ce soit des petits donjons, des sortes de petites aventures localisées, les mécaniques du jeu, en fait, vont faire que l'expérience qu'on va en avoir, je pense, va être variée, quoi. Elle va vraiment être différente d'un groupe à l'autre. Et c'est pas vraiment notre sujet. Nous, on va parler des mécaniques du jeu qui permettent ça, justement. Comment traduire les mécaniques de Dragonbane en challenge jouable. Qu'est-ce qui est important de capter, selon moi, pour designer des trucs de Dragonbane, en tout cas ce qui me donne envie de le faire. On va commencer par la fiche de personnage. La première chose que j'aime bien essayer de repérer dans un jeu, c'est ce que j'appelle les end states, ou tout du moins les conséquences mécaniques qui vont impacter l'histoire en fait, et qui sont inscrites dans le jeu. On pourrait dire que dans tous les jeux de rôle, il y a des conséquences qui sont de l'ordre du narratif. C'est-à-dire que si j'arrive pas à sauver le PNJ que je voulais aller sauver, le fait d'avoir raté des GD et tout, ça a amené ce PNJ, de toute évidence, à mourir avant que j'ai eu l'occasion de le sauver. Donc ça, c'est une conséquence narrative. Dans tous les jeux de rôle, il y a des conséquences narratives au choix qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais ces conséquences narratives, en fonction du jeu auquel vous jouez, elles vont plus ou moins vous être imposées par le jeu. Si elles sont pas imposées par le jeu, elles vont être imposées par le maître du jeu. C'est-à-dire que si votre PNJ n'a pas de point de vie, ça va être au bon vouloir du MJ que ce PNJ que vous cherchez à sauver finisse par mourir ou non, et au bon vouloir des dés. Quand vous allez jeter les dés, etc., pour faire des actions pour aller sauver ce PNJ, peut-être qu'au bout d'un moment, le MJ va se dire « Bon, là, t'as raté trop de jets de dés, finalement, t'arrives pas à temps, ce PNJ meurt. » Des fois, c'est peut-être même écrit par le scénario, en réalité. Ce que j'appelle, moi, les end state, les conséquences mécaniques, c'est en fait des trucs qui vont nous être imposés mécaniquement par le jeu, et qui vont impacter les autres mécaniques de jeu, ou la narration. Et en fait, c'est ça qu'on essaie de repérer. Le plus classique, c'est les points de vie, comme on le disait, les points de vie des PJ. Si tous mes points de vie sont détruits dans Dragonbane, donc cette partie-là de ma fiche de personnage, je vais commencer à faire des death rolls pour voir si je vais mourir, et si je rate tous mes death rolls, je vais finir par mourir. Donc ici, en fait, on nous parle de la mort de notre personnage. Donc ça, c'est un classique, hein. Dans la plupart des jeux de rôle d'aventure, etc., il y a des points de vie, et on peut mourir. Et donc, il y a des dégâts. Et ces deux mécaniques se répondent. Et en fait, quand on prend trop de dégâts et qu'on perd des points de vie, ça a des conséquences à la fois mécaniques, genre par exemple on peut plus rien faire, j'en sais rien, parce qu'on est mort, et des conséquences narratives forcément vu qu'on est mort aussi. Mais Dragonbane nous en donne pas mal d'autres, et c'est ça que je trouve intéressant. En fait, c'est toutes ces sortes de monnaies, de conditions, etc., autour desquelles on va pouvoir jouer. Et on va voir comment elles peuvent impacter notre histoire. Et enfin, dans un dernier temps, on verra comment ça peut nous inspirer en fait à créer des scénarios, des donjons, renouveler l'expérience Dragonbane. À ce stade de la vidéo, je vous propose juste de vérifier, si vous regardez cette vidéo, que vous êtes bien abonné, de mettre la petite cloche, parce que sur YouTube,
les petites chaînes, on est vite enterré, ok. Alors, avec la petite cloche, aucune chance de rater une des futures vidéos de Le Bon MJ. Et je peux vous dire que dans une certaine vidéo que je ferai un jour, il y aura un truc à gagner, mais genre qui vaut hyper cher. Vous voulez être là ce jour-là. Ok, de quoi on parlait en fait? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme end state? On a les willpower points qui sont ici. Les willpower points, c'est des sortes de points d'énergie, points de mana, peu importe. C'est une ressource que tous les personnages vont dépenser pour activer des objets magiques ou des capacités spéciales, grosso modo. Ça aussi, ça a des conséquences. Alors, elles sont peut-être un peu moins narratives. Lorsqu'on arrive à 0 willpower point, comme on peut plus utiliser de magie et tout, ça veut bien dire quelque chose. Quant à notre personnage, ça peut se traduire narrativement par le fait qu'il soit épuisé, il a plus de volonté pour lancer ses sorts, etc. Il a plus la force de faire 3 parades toutes les 10 secondes, et tout ça. Donc narrativement, ça peut représenter quelque chose. Mais pour le coup, c'est plus mécanique comme conséquence. Mais le fait que ça existe, qu'on ait nos ressources à dépenser pour faire nos capacités spéciales, ça en fait un truc intéressant en termes de levier mécanique pour nos parties. Ensuite, ici, on a les 2 types de repos du jeu qui sont le round rest, donc c'est-à-dire on se repose, ça nous prend un seul tour, c'est en plein combat, on a une sorte de second souffle et on va regagner justement des willpower points. Et on peut le faire une fois par jour, en gros, je simplifie. Et le stretch rest, qui prend plutôt 15 minutes, qui nous permet de regagner quelques points de vie, supprimer une condition et aussi récupérer des willpower points. Donc les restes, là, les repos, ce sont également des sortes de end state. Au bout d'un moment, on en a plus. Et donc, c'est des choses qu'on va pouvoir attaquer mécaniquement, en fait, en tant que MJ, ou que nos monstres vont pouvoir attaquer, que dans le scénario, on peut prendre en compte, en fait, cet élément de jeu pour designer une aventure et la rendre différente de l'aventure précédente. Par exemple, en contraignant beaucoup le sommeil de nos PJ, les empêcher de faire un shift rest, donc qui apparaît pas sur la fiche. Un shift rest, c'est vraiment vous reposez 6 heures. Si vous pouvez pas faire un shift rest, vous pouvez pas non plus faire un round rest ni un stretch rest parce que ces 2 repos spéciaux en fait se rechargent quand vous faites un shift rest. Donc on se dit, je pourrais créer une aventure qui va appuyer sur cette mécanique où on laisse jamais les PJ se reposer, etc., etc. Je pense que vous commencez à comprendre un peu le délire. Ensuite, comme autre mécanique qui est pas un end state, on a donc c'est toute cette partie, l'armure, les armes, l'inventaire. On va faire 2 flèches là. Ça commence déjà à être dégueulasse, c'est parfait, c'est comme ça qu'on fait des vidéos. L'équipement. Ça, c'est un autre truc sur lequel on va pouvoir jouer pour complexifier la vie de nos PJ, créer des rebondissements dans les scénarios, puisque dans Dragonbane, un truc qui est vachement sympa, c'est que quand on regarde un peu en détail l'équipement, chaque équipement a vraiment un impact. C'est-à-dire que, déjà, première mécanique liée à l'équipement, on peut pas transporter autant d'équipements qu'on le voudrait, on est limité par une forme d'encombrance assez simple, on compte pas les kilos, on a des slots, quoi. Et ces équipements nous donnent réellement des avantages et des désavantages, grosso modo. C'est beaucoup sur ça que ça repose, c'est sur les boons and banes, donc le fait qu'on puisse jeter 2d20, garder le meilleur ou garder le pire, etc., un peu à la D&D, à la Donjons et Dragons, la mécanique d'avantages et désavantages. Donc par exemple, avoir une carte de la région, permet d'éviter d'avoir une bane, donc un désavantage, quand on essaye de s'orienter. C'est pas rien, c'est pas juste je donne une carte à mes PJ. À partir du moment où ils ont cette carte, tous leurs voyages sont plus simples mécaniquement parlant. C'est pareil pour les outils de crochetage. Les outils de crochetage, ils n'autorisent pas à faire du crochetage, ils donnent un avantage au crochetage. On part du principe que les PJ peuvent essayer de crocheter un peu de manière improvisée et tout, sans avoir ces outils. C'est pas une condition pour les utiliser. En fonction de la qualité de nos outils de crochetage, on va pouvoir plus ou moins facilement faire le crochetage. Et c'est pareil pour plein d'autres trucs, quoi. Je sais pas, par exemple, plus facilement passer une bonne nuit de sommeil, et donc c'est lié à la mécanique de repos, il faut qu'on ait du matériel. Si on n'a pas un sac de couchage, on risque de passer une mauvaise nuit, et donc de pas pouvoir se reposer, ce qui va avoir un impact à terme sur nos points de vie, sur nos willpower points, qui sont plus ce que j'aime bien appeler des end state, c'est-à-dire des résultats finaux de la mécanique. Donc ça aussi, ça peut nous inspirer des trucs, de créer un souci logistique dans un scénario, juste en mettant des conditions météo du terrain difficiles, tout ça, on peut faire une aventure qui va pas vraiment avoir la même tronche qu'une autre aventure. Je vais prendre un exemple. Si mon aventure elle commence aux portes du donjon, pour commencer à faire en sorte que l'attrition du jeu, les problématiques mécaniques se posent au PJ,
peut-être il va me falloir plusieurs combats, plusieurs pièges, etc. pour faire en sorte que, je dis n'importe quoi, le boss final, il soit compliqué à affronter, parce qu'on aura déjà perdu des points de vie, tout ça, on aura dépensé beaucoup de ressources, en fait. C'est souvent ça, comme ça qu'est fait D&D, c'est, on se dit, notre aventure, c'est plusieurs rencontres, et chacune de ces rencontres va épuiser nos ressources, et à la rencontre finale, ce sera la plus difficile parce qu'on aura le moins de ressources. Et souvent, ça passe par des combats. Là, dans Dragonbane, un truc sympa, c'est qu'on peut se dire, simplement en mettant un voyage où il fait froid, on n'avait pas l'équipement adéquat, on n'a pas pu se reposer correctement, on va arriver à un moment de tension mécanique où on va être proche de la mort, par exemple, en ayant fait moins de combats, en fait. Il n'y a qu'un seul combat dans cette journée, mais comme on le fait dans les pires conditions possibles, il est très difficile. Donc ça, c'est intéressant aussi, je trouve, en termes de design, quoi. Ensuite, on a... Donc je vais pas parler des compétences, pour l'instant. On a l'éléphant au milieu de la pièce, ce sont les conditions. Les conditions, c'est vraiment un des trucs que je trouve vraiment cool de Dragonbane. Donc en fait, ces conditions, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si on les coche, elles sont juste en dessous des attributs. Si on les coche, on va avoir des désavantages à nos jets. Donc on a fatigué qui correspond à la force, on a malade qui correspond à la constitution, on a dazed, donc dazed, je dirais que c'est secoué, nauséeux, quoi, qui correspond à l'agilité. Angry, donc en colère, qui correspond à l'intelligence. Effrayé, qui correspond à la volonté. Et disheartened, c'est-à-dire désespéré, en gros cœur brisé, quoi. On n'a plus envie de mettre du cœur à l'ouvrage. Comment le traduire? Je sais pas trop là comme ça. Je l'ai plus en tête. Mais ça va pénaliser notre charisme. Et donc ça, c'est vraiment sympa parce qu'il y a deux manières d'avoir ces conditions. La première, c'est que ce soit imposé évidemment par un facteur extérieur du jeu. Typiquement l'attaque d'un monstre et tout, du poison, machin. On imagine facilement ces choses-là. La deuxième, c'est qu'un PJ est push un de ces jets. Donc push, qu'est-ce que c'est dans Dragonbane? C'est un peu comme dans la plupart des jeux Free League. C'est cette idée qu'on va relancer un jet de dés. Donc on avait la même chose dans les systèmes Year Zero comme Mutant Year Zero, Forbidden Lands, Alien, tout ça. On rejette un jet de dés qu'on a raté et on en subit des conséquences. Et ici, c'est vraiment très simple. C'est si vous décidez de push, donc de relancer les dés, vous cochez une condition de votre choix qui semble correspondre, faire sens. Par exemple, je voulais bloquer une porte parce qu'il y a un troll qui va passer cette porte. J'ai raté mon jet de dés. Je décide de relancer mon jet pour bloquer cette porte. Probablement que ça va m'épuiser et donc je vais cocher Exhausted. Mais à partir du moment où je suis Exhausted, là, je suis fatigué en somme. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un désavantage à tous mes jets de compétences, etc., qui sont liés à la force. Et ça, c'est pas rien. Donc, pour Strength, si je suis Exhausted, toutes les armes, comme les haches, la lutte, les marteaux, toutes les armes de corps à corps, en gros, mais la parade aussi, et pas que, il y a aussi le crafting, éventuellement. Sachant que le crafting, ça permet... par exemple, de casser des objets, genre casser des portes, casser des rochers avec le matériel adéquat, etc. Toutes ces compétences-là, je vais les jeter avec des avantages. Donc c'est pas rien. Vous pouvez passer d'un mec qui est quand même balèze, c'est le guerrier du groupe, il a peut-être 15 dans la compétence. Donc comme on est dans un jeu avec un D20 où il faut faire un résultat inférieur ou égal à votre compétence, avec 15, vous avez genre 75% de chance de réussite. Le faire avec des avantages, ça commence à changer la donne. Vous jetez 2 D20, vous gardez le pire. Bon, cycli, donc la constitution, ça va impacter vos jets de sauvegarde contre la mort, donc ici, et résistance au poison. Alors il y a peut-être d'autres trucs que j'ai pas en tête, mais je me suis noté ces trucs-là justement sur ma traduction, là, ma fameuse traduction. C'est pas rien non plus. Dazed, ça va impacter tout ce qui va être de l'acrobatie, de la discrétion, de la nage, les armes à distance, etc. Donc je crois que c'est un des pires comme ça. Genre, ça couvre quand même un grand panel de situations. Colérique, ça va vous gêner pour tout ce qui est lié à la réflexion, donc lancer des sorts, la survie, les connaissances, genre par exemple les connaissances sur les monstres, sur les mythes, tout ça, la navigation, en fait tout ce qui fait appel à ces compétences-là, donc c'est pas rien non plus. Et il y a même la perception, awareness, etc. Donc quand vous êtes en colère, vous tombez plus facilement dans des pièges, vous voyez pas les embuscades, etc. Scared, ça va vous gêner pour la volonté. Je crois... mais je suis pas sûr que la volonté... peut-être ça permet de résister à certains sorts, j'en suis pas bien certain, mais aussi ça permet de résister à la peur. Et la peur, il y en a quand même pas mal des monstres qui demandent de faire un jet pour résister à la peur dans Dragonbane. Et enfin, Disheartened, c'est le charisme, donc c'est la persuasion, tout ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces conditions, en soi, déjà, sont un peu ce que j'aime bien appeler des end state, enfin des trucs où, à partir du moment où elles sont cochées,
ça va avoir un impact mécanique et en plus un impact narratif. À partir du moment où vous êtes malade, vous devez jouer le fait que vous êtes malade. Vous devez vous soigner votre maladie. Ça va peut-être impacter la manière dont votre personnage réfléchit, donc ça va impacter la narration dans le roleplay avec des grands guillemets et aussi via vos jets de dés que vous allez rater plus souvent parce que vous êtes malade, en colère ou que sais-je, ça va impacter aussi la narration avec un effet rebond. Et donc ça, c'est intéressant pour designer également des aventures, d'avoir ça en tête, quoi. On y reviendra après. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a... sur l'équipement, j'avais oublié quelque chose, mais l'équipement peut se casser. Et ça, c'est un end state, comme j'aime dire. C'est une conséquence à la fois mécanique et à la fois narrative, c'est-à-dire qu'à partir du moment où votre objet se pète, il y a des trucs que vous pouvez plus faire dans l'histoire, ça se voit à l'écran que votre objet il se pète, et ça se voit aussi, enfin ça va produire probablement de la narration derrière, parce que vous allez devoir retrouver de l'équipement ou le réparer, et donc ça va contribuer à faire l'aventure. Et bien sûr, le fait qu'un objet soit cassé, c'est un truc auquel vous allez pouvoir penser en termes de design. Est-ce que je fais des pièges qui peuvent casser des objets ? Est-ce que je fais des monstres qui peuvent cacher des objets ? Au-delà même des mécaniques de base. Parce que ce qui est intéressant, c'est que tout ça, les mécaniques de base le prennent en compte. Il y a une sorte de machinerie, d'ingénierie. Quand vous parez une attaque, il y a une règle qui dit que si vous prenez tant de dégâts lors d'une parade, que ça dépasse la durabilité de l'objet avec lequel vous avez paré, cet objet peut être détruit. Donc, a priori, que vous le vouliez ou non, entre gros guillemets, en jouant au jeu, ces mécaniques vont avoir un impact. Mais vous pouvez, c'est tout l'intérêt de ce que j'essaie de faire, vous venir appuyer plus là-dessus en faisant vos propres designs, en ajoutant vos règles optionnelles, vos monstres spéciaux qui attaquent spécifiquement cette mécanique. C'est ça qui est intéressant. Le dernier qui peut frapper et faire bien peur, je crois que c'est une règle optionnelle, mais on peut vraiment réfléchir à venir jouer autour de ça aussi, c'est les skills. Il y a certains moments dans le jeu où vous pouvez perdre des points dans des skills. Donc, de base, je pense que quand vous prenez des blessures graves, c'est une possibilité. Mais il peut aussi y avoir des malédictions. On peut imaginer plein de choses qui vont faire que vous allez perdre des points dans vos skills. Donc, quand on dit perdre des points dans vos skills, ça peut être temporairement ou ça peut être, entre gros guillemets, définitivement. Quand je dis temporairement, c'est vraiment qu'il y a une durée, c'est écrit quelque part. Durant tant de temps, vous pouvez plus, vous êtes moins bon à ce skill. Je dis n'importe quoi. Admettons, vous avez une malédiction qui vous rend moche. Genre, vous êtes transformé en mort-vivant, j'en sais rien. Pendant un certain temps, vous pouvez dire, tant que cette malédiction a cours, les personnages ont moins 2 en persuasion et en discrétion parce qu'ils dégagent une odeur de mort, par exemple. J'en sais rien. Et par contre, ils ne peuvent plus souffrir de la faim ou du manque de sommeil. Vous voyez, ça, c'est des mécaniques aussi sur lesquelles on va pouvoir faire des trucs et venir designer un peu nos aventures pour renouveler mécaniquement ce qu'elles veulent dire. C'est pas seulement un renouvellement thématique, c'est pas juste on raconte que vous êtes transformé en mort-vivant, ça change aussi mécaniquement comment va se dérouler en fait le jeu, les GD, etc. Et du coup, ça va en fait créer une cohérence un peu ludonarrative, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous aurez pas envie de faire de la persuasion parce que votre compétence de persuasion elle est affaiblie. Donc vous dites c'est peut-être pas une bonne idée de tenter ça. Du coup vous dites je veux éviter absolument les gens dans les rues, etc. parce qu'ils pourraient voir que je suis un mort-vivant, j'en sais rien. Ensuite il y a un autre truc dans Dragonbane aussi, je pense qu'il faut avoir à l'œil. Il y a quelques petits éléments à pas sous-estimer, sur lesquels on peut aussi venir jouer avec le design. Ça va être l'économie d'action. L'économie d'action dans Dragonbane, donc c'est un peu aussi celle qui est reprise par pas mal de jeux Free League. C'est cette idée qu'on tire des cartes d'initiative et donc ça détermine l'ordre dans lequel on joue. Ensuite, on a une action avec notre carte, mais on peut éventuellement dépenser notre action quand c'est pas notre tour pour faire une réaction et se défendre. Et en fait, ce système de parade esquive avec l'économie d'action, c'est ça qui va le plus mettre en danger vos PJ. Notamment quand ils sont à haut niveau, j'ai le sentiment, parce qu'en fait, quand votre personnage commence à devenir très fort, vous allez de moins en moins rater vos actions. Vos parades, vous allez les réussir quasiment tout le temps. Si vous êtes vraiment très très fort, le maximum, vous allez avoir 18 en parade. Donc en gros, 90% de chances de réussite de vos parades, et pareil en attaque, quoi. Vous allez avoir 90% de chances de toucher avec vos attaques. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus l'économie d'action qui va commencer à devenir importante, a priori, que la chance. Le jeu va être moins swingy, c'est-à-dire que, de base, quand vous avez 10 en attaque, quand vous jetez un dé 20, c'est une chance sur 2 de toucher, donc le jeu, c'est un peu... Il y a un petit côté aléatoire, un petit côté comme ça. Quand vos actions commencent à être quasiment sûres d'advenir, ce qui devient important, c'est votre économie d'action. Même si j'ai 18 en parade, vous voyez,
s'il y a une dizaine de gobelins qui me tombent sur le rable, je vais pas pouvoir parer toutes leurs attaques à cause de l'économie d'action. Et donc en fait, je vais toujours pouvoir me faire défoncer par le surnombre dans Dragonbane. Ça, c'est assez intéressant, même avec la meilleure armure et tout. En plus, on a une mécanique qui s'appelle Find a Weak Spot. C'est-à-dire c'est une action pour essayer de trouver une faiblesse dans l'armure de l'adversaire et l'ignorer. Si on se fait attaquer par beaucoup d'adversaires, on aura beau être le meilleur, ça va pas suffire. Et donc ça aussi en combat, c'est un design intéressant. Ça veut dire que si on peut imaginer des rencontres où on va faire venir des vagues d'adversaires très très faibles, mais qui vont attaquer l'économie d'action. C'est pas vraiment prévu par Dragonbane, le jeu en tant que tel. Les gobelins ont quand même 9 points de vie et tout. Mais je pense que c'est un jeu où les minions, ils font très très peur en fait. Les minions font très très peur. Si vous faisiez une mécanique de minions à la D&D, vous dites, je fais une rencontre spéciale. Dans cette rencontre, les gobelins, ils ont 1 HP. Donc en fait, ils sont super simples à éliminer. Par contre, je vais pas pouvoir parer toutes leurs attaques. Donc d'un seul coup, le déplacement, le fait d'aller vite atteindre mon objectif plutôt qu'essayer de battre tous les adversaires parce que de toute façon, ils reviennent tout le temps en permanence et tout, ça devient vraiment capital dans le design de cette rencontre. Il y a un autre truc, c'est les armes improvisées aussi. Les armes improvisées, c'est assez rigolo parce que c'est vraiment un truc qui est mis en avant par le jeu. Alors il y en a pas 1 milliard, enfin je veux dire, on n'a pas le livre des armes improvisées. Oula, j'arrive plus à écrire moi. Mais même si on a peut-être une quinzaine dans le jeu et que elles sont pas forcément ultra détaillées, c'est un truc qui est vraiment pris en compte par le jeu. Et d'ailleurs, ça colle bien avec un de ces mots-clés. Dragonbane, c'est, je sais plus comment ils disent ça, Mirth and Mayhem, donc un peu chaos, bazar dans le donjon. Et en fait, venir mettre des armes improvisées, des trucs dans l'environnement dont on va pouvoir se servir, pas toujours évident de faire ça à chaque combat. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça peut devenir un gimmick un peu répétitif. Je sais pas s'il faut le faire tout le temps. Mais le jeu y pense, nous donne des exemples. Et à tout moment, si vous voulez donner un peu plus de saveur à une rencontre, pensez à des petits trucs dans le terrain et des armes improvisées. Le jeu vous y encourage. Et on peut faire du design là-dessus aussi. Un autre truc, toujours par rapport à l'économie d'action, sur les parades et les esquives, c'est l'action topple. Topple, c'est faire tomber en gros. Et faire tomber dans Dragonbane aussi, ça c'est une mécanique à laquelle il va falloir penser quand vous jouez vos méchants. Topple, Find Weak Spot. On va mettre FWS, Find Weak Spot. Ces trucs-là, on peut y penser. Genre tout ce qui va être attaque qui fait tomber tous les PJ d'un coup, par exemple un tremblement de terre, etc. Ça devient intéressant en termes de design pour venir justement challenger des PJ qui sont forts et faire des combats intéressants. Toutes ces petites mécaniques, ces machins et tout, je trouve que ça donne quand même beaucoup de richesse. A priori, si on regarde en surface, on pourrait se dire Dragonbane, c'est juste je jette un D20, je fais en dessous de ma compétence et j'essaie de baisser les points de vie de mon adversaire. Mais en fait, tous ces petits machins dont on a parlé, ils vont venir créer de la richesse et faire que les combats peuvent potentiellement devenir différents. Et surtout, en fait, c'est autant d'outils sur lesquels vous pouvez venir appuyer. Vous n'êtes pas obligé de respecter le livre à la lettre. À chaque fois qu'un nouveau livre va sortir, il y aura probablement un nouveau monstre qui va utiliser une nouvelle mécanique ou une ancienne mécanique différemment. Ce qui compte, c'est de se dire que ça, c'est le vocabulaire de base et que je peux faire plein de trucs avec. Genre, par exemple, si je suis en train de designer un scénario, une aventure, un machin, je peux très bien, juste avec les conditions, réfléchir mon scénario pour qu'il soit challengeant. Par exemple, me dire que dans ce donjon, première salle à laquelle vont probablement faire face les PJ, c'est une salle, je sais pas moi, avec des diablotins qui se moquent des PJ. Et ces diablotins qui se moquent des PJ, ils se foutent de la tronche des PJ, ils sont très difficiles à attraper, tout ça. Et en fait, à chaque, par exemple, tour de jeu qu'on va passer dans la salle des diablotins, comme ils nous insultent, etc., on va devoir faire des jets pour pas devenir hungry, donc en colère. Si on devient en colère, on sait que tous les jets pour trouver des objets cachés, détecter des embuscades sont plus difficiles. Et donc, juste en mettant la salle des diablotins, et en disant par exemple que dans cette salle, nos PJ cherchent une clé qui est cachée quelque part, on a déjà un challenge assez intéressant. Plus ils vont rester longtemps dans la salle, plus les diablotins vont les énerver. Plus les diablotins vont les énerver, plus ils vont avoir du mal à trouver la clé parce qu'ils risquent d'avoir le statut en colère. Et ça veut dire que s'ils arrivent dans une deuxième salle derrière et qu'il y a une embuscade, ils vont avoir du mal à trouver cette embuscade. Donc si j'ai envie de faire une super embuscade, je peux vraiment appuyer sur le trope du groupe de PJ qui vient de se disputer, etc. Ils se disputent, ils font « Oh là là, t'as vu comment il m'a insulté et tout ?» Ils font plus trop attention et boum, ils tombent dans une embuscade. En fait, ici, on vient appuyer sur la mécanique de colère directement. Il y a un donjon comme ça, dans une des aventures, où dans l'environnement, il y a des choses, je vais pas en dire plus que ça, qui peuvent nous rendre dazed. Donc dazed, c'est on est un peu sonné et donc on va avoir du mal à faire tous les trucs d'agilité. Et en fait, dans ce donjon, on se rend compte que y a quand même pas mal de pièges à esquiver par la suite. Des combats aussi, on va avoir besoin peut-être d'utiliser des armes à distance parce qu'il y a des créatures qui sont difficiles à atteindre.
Et donc, je peux pas m'empêcher de me dire que ces deux choses n'ont pas été pensées ensemble pour ce donjon, en fait. On sait que les PJ vont avoir besoin d'agilité a priori pour des challenges à venir, donc on leur met un challenge au préalable qui pourrait leur donner des avantages à l'agilité. Donc ça, personnellement, je trouve que c'est assez intéressant. Sur la rencontre avec les diablotins, où il faut trouver la clé et tout, et les diablotins, ils se foutent de la gueule des PJ, si les PJ ils galèrent à trouver les objets dans la pièce à cause des diablotins, peut-être ils vont passer plus de temps à chercher, donc un stretch. Vous n'allez pas bloquer la session, la narration, en disant, en particulier si vous êtes sur un petit scénar un peu linéaire, j'en sais rien. Vous n'allez pas dire, vu que vous ratez tous vos jets, vous allez, comment dire, vous êtes désavantagé dans les jets pour trouver les objets cachés, on va les faire 100 fois jusqu'à ce que vous réussissiez pour passer à la pièce suivante. Vous pouvez leur dire, ok, on peut partir du principe que si vous passez 15 minutes là, vous finissez par trouver la clé. Donc ils trouvent la clé, mais le truc c'est que quand il y a un stretch, de 15 minutes qui passe dans Dragonbane, on fait un jet pour voir s'il y a une rencontre aléatoire souvent. Le fait de s'énerver et de pas trouver la clé risque d'attirer des bestiaux, et même s'il n'y a pas de rencontre aléatoire, on est potentiellement énervé et on tombera plus facilement dans l'embuscade suivante. Donc on peut vraiment designer presque une sorte de donjon autour du fait que son thème c'est qu'il est chiant en fait. Les PJ s'énervent et tout, ils perdent patience, etc. Je trouve ça super cool. Je trouve ça cool qu'en fait, un monstre qui ne fait que se moquer des PJ puisse avoir un impact sur eux autre que le petit roleplay qu'on va faire autour. Et ces conditions-là, elles servent vraiment bien ça. Ces conditions, elles peuvent aussi, je trouve, aider à faire, à designer un petit peu des rencontres sociales qui ont un impact mécanique, qui pourraient avoir des conséquences par la suite, mais qui n'ont pas un trop gros impact, on va dire, en termes d'enjeux. Évidemment qu'il y a des rencontres sociales qui ont des énormes enjeux. Sceller une alliance, convaincre quelqu'un de nous aider, etc. Ça, on a dans tous les jeux de rôle. Souvent, ça se joue beaucoup à la bouche, etc. Là, on va pouvoir y ajouter un prix à payer, en fait. Je pense, très sincèrement, que si on veut tout faire à la bouche, qu'on veut pas faire de jet de dés, tout ça, par exemple, sur une rencontre spéciale, on peut imposer des conditions. C'est-à-dire n'importe quoi. On veut qu'une scène soit non bloquante, que ses enjeux semblent légers au départ, mais gamifier un peu ça. Par exemple, les PJ veulent dormir chez leur hôte. Ils veulent dormir chez un mec, le convaincre, est-ce qu'on peut dormir chez vous, etc. pour se reposer. Le mec dit ok, mais d'abord vous allez manger avec nous. Et en fait, on dit aux PJ que voilà, le mec les fait bouffer tout le temps, il les force. Vous savez, un peu comme ces gens, votre grand-mère à Noël qui veut tout le temps vous resservir là. On joue cette scène sociale, et les PJ par exemple, ils veulent demander, j'en sais rien moi, des informations sur la région. Ils veulent travailler le mec au corps, ils veulent poser plein de questions à leur hôte et tout. Des fois, jeter les dés pour savoir si le mec il lâche l'info, etc. Vous n'avez pas forcément envie, parce que pour une raison X ou Y, on a envie que ce PJ, que les PJ obtiennent l'information de ce PNJ. Par contre, on aimerait bien potentiellement pas faire mettre un petit enjeu à la scène, quoi, pas faire que du lore dropping et tout ça. Et donc on peut venir jouer, par exemple, avec le fait qu'à force de bouffer chez le type, on bouffe, ça s'arrête pas, on finit par être malade en fait. On finit par être malade ou par être fatigué. Et donc on dit, ok, si tu veux tenir tout le repas avec ce mec, il te dira tout ce que tu veux, mais tu seras fatigué et malade. Est-ce que t'es prêt à payer ce prix-là? On donne un choix aux joueurs, un truc sympa mécaniquement. Et si après il se passe des trucs dans le cours de la soirée, si ça part en cacahuète, j'en sais rien, le fait d'avoir fait ce gros repas là, on a le bide bien plein, c'est marqué sur notre feuille que ça a un impact, et ça va avoir un impact. Donc, tous ces trucs-là, je trouve que c'est plutôt cool. Toutes ces petites mécaniques et tout, au niveau du homebrew, vous voyez, si vous voulez commencer justement à créer vos propres monstres, vos propres rencontres, etc., je trouve qu'il y a des trucs, peut-être, je vais pas dire sous-exploités, parce que, enfin, genre, je veux dire, la gamme peut encore s'étendre, etc., mais il y a des angles morts, des trucs qui peuvent être sympas pour exploiter les mécaniques de Dragonbane. Par exemple, j'ai pas vu beaucoup de monstres qui demandent d'utiliser beaucoup de compétences différentes. C'est-à-dire que souvent, les monstres vous attaquent, vous pourrez parer, esquiver, éventuellement, vous allez devoir résister à la peur, éventuellement, ils peuvent vous faire tomber par terre, tout ça. Mais je pense qu'il y a des trucs à faire. C'est-à-dire que, par exemple, alors, il y a une règle pour les combats dans le noir complet. Je trouve qu'elle passe un peu inaperçue dans le bouquin, alors qu'il y a quand même un design à faire autour de ça. C'est tout ce qui va être les invisibles, les problèmes de vue, les smoke bombs, le fait de combattre en fait dans les conditions où on voit pas bien et tout. On nous dit que quand il fait sombre, on doit faire un jet de awareness, donc awareness c'est vigilance quoi, avant de pouvoir faire une action à l'encontre d'une personne dans le noir complet. On nous dit aussi qu'on ne peut pas attaquer à distance dans le noir complet, ça ne marche pas, on part de ce principe-là. Et donc ça, c'est un truc de design qui peut être intéressant, genre juste un monstre invisible, et ben vous dites, pour ce combat, ce monstre invisible, si vous voulez l'attaquer, c'est pas des jets d'agilité, c'est pas des jets de tir, ni des jets d'épée, peu importe votre compétence en épée, tout ça, c'est pas ça qui va compter aujourd'hui, ça va être awareness. Et si ça tombe, awareness, c'est une compétence que les gens auront moins améliorée. Et peut-être même
que dans le cadre de ce combat, c'est un personnage qui d'habitude n'est pas un très bon combattant, par exemple, qui est pas très fort en crossbow, knives, spear, il s'est pas vraiment formé aux armes. C'est votre érudit, par exemple, j'en sais rien, ou votre éclaireur, qui est pas un mauvais combattant, mais qui est pas non plus le meilleur, qui a beaucoup amélioré awareness, pot trap pour repérer les pièges et tout, qui va briller parce que c'est lui qui va pouvoir toucher l'adversaire. Donc vous pourriez faire un monstre qu'on ne peut toucher avec des jets d'awareness, en fait. Ça permet de faire une scène un peu spéciale, quoi. C'est comme pour, par exemple, affronter un monstre géant, vous voyez, un colosse. Vous pourriez écrire une règle qui dit ce monstre, à chaque fois, si tu veux l'attaquer, en fait, tu peux que le toucher à son point sensible. Donc c'est soit tu t'attaques à distance dans son œil, là c'est un géant de fer avec un œil, là. Et le problème, c'est que son œil, il est ouvert par intermittence, j'en sais rien. Il est ouvert que à partir du moment où il a joué sa deuxième carte d'initiative. Vous pouvez faire un jeu comme ça, vous voyez, vu qu'il y a les cartes d'initiative qui déterminent l'ordre dans lequel on joue. Admettons, là, c'est la carte d'initiative du monstre. Là, c'est une autre carte d'initiative du monstre. Et ça, c'est vos PJ. Il y a que à partir du moment où cette carte-là a été jouée, la première carte d'initiative du monstre, qu'on peut attaquer son œil, parce que sinon il est fermé au début du round. Ben, peut-être que les PJ vont devoir retarder leurs actions, peut-être que du coup, comme ils vont retarder leurs actions, il y a un autre monstre, vous voyez, un monstre qui a rien à voir avec notre monstre principal, on va le représenter par un rond, il a des minions, vous voyez, des gobelins. Ces gobelins, ils jouent à ce tour-là. Lui, comme PJ, le PJ1, il voudrait attaquer le monstre, mais le monstre a son œil fermé. Donc il va retarder son action pour attendre que le monstre ouvre son œil, mais du coup, il va laisser, entre guillemets, passer son tour et jouer les gobelins, quoi, les gobelins qui accompagnent le monstre. J'en sais rien. Il y a un jeu à faire autour de ça. Et si par exemple, c'est un méga titan, vous voyez, c'est le méga titan, et que son seul point faible, c'est le haut de son crâne, là, vous pourriez aussi dire, pour combattre le méga titan, en fait, on ne peut pas l'attaquer, ou juste il a une armure énorme, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de dire qu'on peut pas l'attaquer, comme ça donne plus de choix. Vous dites, il a 10 points d'armure partout, sauf sur le haut de son crâne. Et donc là, en fait, il faut maintenant avoir un bon score dans le skill acrobatics pour pouvoir affronter ce monstre, en fait. Et donc, vous faites appel à d'autres compétences, etc. Je trouve que c'est un angle de game design qui peut être intéressant. Ça peut être acrobatics pour escalader le monstre, ou juste dépenser de l'économie d'action, ou l'attirer vers un point où il y a de la hauteur pour que quelqu'un puisse ensuite sauter, etc. Et vous pourriez même, par exemple, dire que comme c'est un méga titan, il est considéré plus ou moins comme une sorte de bâtiment. Il est très lent. Et donc, du coup, toutes les compétences et les équipements de maçonnerie, etc., tous les personnages qui ont des caractéristiques d'artisanat qui, normalement, leur permettent plutôt de péter des portes, des rochers, des trucs, peuvent lui faire énormément de dégâts, en fait, parce qu'ils ont le matériel adéquat. Ils l'attaquent comme si c'était un bâtiment ambulant. Ça, voilà, c'est une idée. Pareil, un truc que j'ai pas vu dans le jeu, mais qui, je pense, peut être intéressant, c'est de créer des PNJ ou des méchants qui sont des leaders. Et les leaders, en fait, ils feraient des effets de réactivation de cartes d'initiative. Enfin, ils manipuleraient, en fait, l'initiative. Ils manipuleraient les cartes d'initiative et tout. Je pense que ça peut être intéressant. D'ailleurs, je pense qu'il y a des mécaniques déjà qui traitent un peu de ça. On a la mécanique de vétéran, tout ça, qui permettent de garder ces cartes d'initiative et tout. Je pense qu'il y a un angle de design là-dessus. Un autre truc, là, on avait parlé des armes improvisées, mais il y a évidemment le terrain. Je pense qu'il y a, avec les conditions, là, il y a des trucs à faire sur des rencontres où le terrain va nous infliger des conditions, va détruire notre équipement. En fait, on a 1 milliard de manières différentes Je vais terminer là-dessus parce que c'est infini, en fait, comme sujet, presque. Il y a 1 milliard de moyens, je trouve, de venir utiliser toutes ces mécaniques. Et ce que je trouve sympa dans Dragonbane, c'est qu'en fait, le jeu reste assez simple. Donc, en fait, on se perd pas dans du crunch. C'est pas un jeu crunchy, c'est pas un jeu où on va faire beaucoup de calculs. On est en roll under, déjà. Il n'y a pas beaucoup de modificateurs de plus 1, de moins 1 qui s'appliquent à droite, à gauche. Il n'y a pas 1 milliard de classes, de sous-classes, de sorts. C'est assez raisonnable en termes de quantité. Mais chacune des petites mécaniques, en fait, a sa petite complexité un peu sympa. Moi, il y a une mécanique, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, que j'aimerais bien éventuellement ajouter à Dragonbane. C'est une mécanique d'action héroïque. Mécanique d'action héroïque, ça ferait que, actuellement dans Dragonbane, on a de base, la règle de base de Dragonbane, c'est quand je jette un skill, je dois faire moins que ma compétence. Si je réussis, ça passe. Action héroïque, il faudrait qu'on fasse 10 plus et en même temps qu'on soit inférieur ou égal à notre skill. Je pense que ça pourrait aussi mettre une tension supplémentaire. C'est-à-dire que actuellement, un personnage qui a vraiment un skill très très élevé sentira plus vraiment mis en danger et du coup toutes les situations se valent un petit peu. Je pense qu'au bout d'un moment, les Bane ne suffisent plus à traduire la difficulté de quelque chose. Je pense qu'il y a un délire où
certaines actions spécifiques devraient toujours être très très difficiles à faire. En fait, ce qui manque un petit peu à Dragonbane, c'est ce moment où dans Donge, enfin dans n'importe quel jeu de rôle, vous tentez une action qui a que 10% de chance de réussir. Moi, je trouve que par moment, ça c'est intéressant en jeu de rôle. Quand le maître du jeu, il a la possibilité à un instant T de dire tu veux vraiment faire ça, ok, t'as que 10% de chance de réussir. Est-ce que tu veux le tenter? Et là, il y a un choix, genre, je peux dire oui, quoi. Je peux dire non aussi. Ça manque un petit peu dans Dragonbane. Le MJ n'impacte pas vraiment la difficulté. Si je commence à avoir une haute compétence mais si je commence à avoir une haute compétence, en fait, même avoir un désavantage, etc., ça devient un peu un no-brainer. Je fais quand même le truc parce que je sais que j'ai quand même de bonnes chances de réussite. Et des fois, j'aimerais bien avoir ce moment où je tente vraiment un truc qui est quasiment impossible et je fais un pari, en fait. Et plus on va avancer dans la progression de personnage dans Dragonbane, moins ce genre de pari va arriver. Au début, vous avez pas mal de compétences qui sont assez faibles, donc ça reste quand même un pari. Mais au bout d'un moment, ça disparaît. Et du coup, je pense que ce truc d'action héroïque, où le PJ, en fait, littéralement, il peut vous demander de faire un truc qui est quasiment impossible, vous voyez. C'est-à-dire que en temps normal, sauter au-dessus d'un ravin gigantesque, c'est impossible. Il y a à peu près une distance de saut qui est proposée dans le jeu. Qui vous dit ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire en termes de saut. À un moment, s'il y a un PJ qui insiste vraiment, il fait je peux le tenter vraiment, le tout pour le tout, je fais ok, tu vas faire un jet d'acrobatique, mais en action héroïque, si tu te plantes, tu tombes en plein milieu du ravin et tu prends 4 d6 de damage dans ta petite tête là. Je pense que ça peut être intéressant. Donc voilà, je pense que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Je ferai probablement d'autres vidéos sur Dragonbane. Je ferai surtout, très probablement, des nouvelles vidéos, je vous tiendrai au jus, sur des designs de rencontres, etc. J'ai un peu envie de retrouver des trucs comme ça, de faire des vidéos, on va dire, où, quand je regarde la vidéo, derrière, j'ai envie de faire quelque chose directement. Récemment, en fait, j'ai beaucoup parlé de jeux que j'ai lus, fait des retours d'expérience sur des jeux. J'ai envie de retrouver un petit peu des vidéos où il y a quelque chose de plus activable. J'ai pas envie de faire des vidéos de conseils, parce que je trouve que les conseils, enfin, je veux dire, on est en 2025, il y en a 1 milliard, on les a déjà tous entendus. Enfin, je pourrais refaire des vidéos sur les conseils de base. Probablement que j'ai des manières de faire qui auraient évolué, qu'il y a des nouvelles façons de le dire, etc. Mais en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est faire des vidéos. On repart avec une idée concrète, un truc à mettre dans sa partie. Et ça pourrait être des rencontres, des donjons, des salles de donjons, des trucs comme ça. Je vais essayer de faire ça. Et Dragonbane, c'est un jeu qui m'inspire pas mal de ce côté-là. Quoi qu'il en soit, j'ai fini de vous présenter en fait ce que moi je m'étais fait sur papier en vous faisant un gros glooby-boulga. J'espère que ça vous a plu, même si vous jouez pas à Dragonbane, que ça a pu vous donner des idées, j'en sais rien, vous inspirer. Je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. N'oubliez pas de mettre la petite cloche pour être prévenu des futures vidéos, de vous abonner, de mettre des commentaires si ça vous a plu. C'est ça qui fait le plus de bien à la visibilité de la chaîne. Et si vous voulez vraiment soutenir le temps passé et le long terme, vous pouvez aller sur le Tipeee. Ça me permet moi de participer, à payer mes licences de logiciels de montage, à m'acheter des jeux de rôle dont je peux ensuite vous parler, etc. Donc le soutien sur Tipeee fait aussi super plaisir. Merci encore de m'avoir écouté. À très bientôt sur le bon MJ. C'est ciao.